Alors, imaginez un futur où on peut s'acheter l'immortalité, mais où notre âme peut se faire pirater. C'est dans ce monde complètement fou qu'on plonge aujourd'hui, au cœur du roman A Sinistra de Victor Pellévin. Accrochez-vous bien, parce qu'on va décortiquer une enquête qui mélange des cerveaux dans des bocaux, de la magie noire numérique et un crime qui, franchement, défie toutes les lois de la physique. Le livre commence avec ça. Oui, avec cet avertissement juridique complètement délirant. Ce n'est pas une note de l'éditeur, c'est vraiment écrit dans le texte. Et ça donne le ton direct. On entre dans un univers satirique, méta et totalement décalé. En gros, Pellévin nous dit « Cherchez un sens si ça vous chante, mais ne venez pas pleurer si vous ne trouvez rien ». Bon, notre histoire, elle commence où? Eh bien, comme souvent dans les récits futuristes, au cœur d'une énorme corporation. Sauf que celle-ci, elle ne vend pas des smartphones ou des voitures, non, elle vend l'éternité. Et c'est justement là, dans les coulisses de cette promesse, que le mystère va naître. Voilà la question qui est au centre de tout. C'est un vrai crime en chambre close, mais version futuriste. Comment est-ce qu'un objet, un cerveau, peut littéralement disparaître d'un bocal scellé, hermétique? C'est un casse-tête qui va nous obliger à laisser tomber la logique scientifique pour aller voir des choses, disons, beaucoup plus étranges. Alors, pour vous situer le contexte, la société Transhumanism Incorporated propose aux super riches de devenir immortels. Comment? Leur cerveau est gardé dans un bocal et il est connecté à des simulations paradisiaques. Le problème, c'est que 3 de ses clients très importants se sont tout simplement volatilisés. Et l'indice qui rend ce crime impossible, c'est ce qui reste dans le bocal, le harnais de contact. C'est une nanostructure, plus fine qu'un cheveu, qui flotte là, intacte. Le truc, c'est que scientifiquement, c'est impossible de retirer le cerveau sans pulvériser ce harnais. C'est comme si la matière elle-même s'était évaporée. Bon, la science, elle sèche complètement. Du coup, l'enquêteur va devoir se tourner vers une piste beaucoup moins classique, la philosophie ésotérique. La théorie, c'est que ces disparitions ne sont pas un crime matériel, mais un acte spirituel. Et pour comprendre ça, il faut explorer un concept assez obscur qu'on appelle la voie de la main gauche. C'est le chef de la sécurité, Lomos, qui sort cette explication de son chapeau. Selon lui, il y aurait 2 voies spirituelles. D'un côté, la voie de la main droite, c'est le chemin des saints, long, difficile pour atteindre la vérité. Les pouvoirs, c'est juste un bonus. De l'autre côté, la voie de la main gauche, c'est le raccourci. C'est utiliser la ruse, la magie pour choper du pouvoir tout de suite. Là, la vérité, c'est juste un outil pour devenir plus puissant. Et devinez quoi? Ce genre de quête de pouvoir, c'est super facile à simuler dans un monde virtuel. Cette image, elle est géniale, non? Entrer au paradis avec ses bottes pleines de boue. Ça résume parfaitement l'idée. Il ne s'agit pas de mérite, de vertu. C'est une approche de pirate, en fait. On veut le pouvoir absolu sans s'embarrasser avec la morale. Et justement, les clients qui ont disparu étaient obsédés par cette idée. Du coup, la mission pour notre protagoniste, Marcus, elle devient limpide, puisque les clients disparus traînaient tous dans une simulation secrète appelée A Sinistra, spécialisée dans cette fameuse voie de la main gauche. Il n'y a qu'une seule solution, y aller lui-même. Il va devoir se faire passer pour un client, entrer dans ce monde virtuel super dangereux et découvrir ce qui s'y passe de l'intérieur. Et voilà, Marcus plonge tête la première dans la simulation A Sinistra. Mais attention, il ne va pas juste se balader et regarder le paysage. Non, il devient Marco, un alchimiste dans un monde qui ressemble à un conte médiéval fantastique. Et son seul et unique guide dans cette aventure ultra risquée, c'est un vieux livre de magie, un grimoire. En général, on croit savoir ce que c'est, un grimoire. On s'imagine un vieux bouquin poussiéreux, plein de formules magiques, de sorts à réciter, de rituels un peu bizarres. Sauf que, évidemment, dans l'univers de Pellévin, ce n'est jamais aussi simple. Ce grimoire, ce n'est pas un objet. En fait, c'est une conscience venue d'un autre monde qui a juste pris l'apparence d'un livre. Il ne donne pas des ordres, non, il discute avec son propriétaire et il le guide sur un chemin qui risque bien de lui coûter son âme. Et les missions que ce livre lui confie, eh bien, c'est à la fois poétique et moralement très tordu. Ce sont des sortes d'énigmes. Récupérer l'eau de sa propre noyade, tromper des créatures avec et sans âme. Chaque épreuve est pensée pour l'enfoncer un peu plus sur cette voie de la main gauche. Le deal, il est simple en fait. À chaque tâche réussie, Marco gagne un nouveau pouvoir. Il peut se téléporter, changer d'apparence, mais tout ça, bien sûr, a un prix. Et le prix, ce sont des vies. La quête de ce savoir interdit laisse une véritable traînée de cadavres derrière lui. Tous sont victimes, de près ou de loin, de ses actions. Bon, après l'avoir poussé à faire des choses assez horribles, le grimoire soumet finalement notre alchimiste à l'épreuve ultime.
Et cette fois, il ne s'agit pas de battre un monstre ou de résoudre une énigme. Non, il s'agit de se confronter à lui-même. C'est l'heure du jugement, ce qu'on appelle la pesée de l'âme. Et c'est là qu'on pige un truc essentiel. Le grimoire ne teste pas juste ses capacités. En réalité, il le force à regarder en face ses propres péchés, ce qu'il a commis bien avant de mettre un pied dans cette simulation. Le chemin qu'il suit le mène vers l'intérieur, vers une vérité atroce qu'il a tout fait pour enterrer. Et là, attention, le plus grand secret de Marco est révélé. On découvre ce qu'est vraiment sa pierre philosophale, cette teinture rouge qui change le plomb en or. Il n'y a pas de formule magique. La vérité, elle est absolument horrible. La teinture, elle transforme la chair humaine en or. Et pour devenir riche sans se sacrifier lui-même, il a piégé et assassiné ses propres apprentis. Deux de ses apprentis ont déjà subi ce sort. 2 vies sacrifiées, transformées en statues d'or massif, juste pour qu'il puisse s'enrichir. C'est le poids de son plus grand péché. Le jugement prend la forme d'une vision. Marco se voit devant une immense balance cosmique. D'un côté du plateau, il place le poids de ses crimes, les 2 statues d'or qui étaient autrefois ses élèves. De l'autre côté, il dépose ce qu'il reste de son âme, une unique et toute petite plume blanche. Et là, le résultat est complètement dingue. Contre toute logique, malgré le poids écrasant de l'or et des meurtres, c'est la plume qui fait pencher la balance. Son âme, aussi légère soit-elle, l'emporte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il n'est pas encore totalement perdu, qu'il reste une chance, même infime. Mais attention, ce verdict, c'est juste un sursis. Sur la voie de la main gauche, il n'y a pas de rédemption facile. Il a réussi ce test, d'accord, mais le jeu du grimoire est très loin d'être fini. Et la question qui reste est vertigineuse. Maintenant que son passé a été en quelque sorte pardonné, quel péché encore plus grand le grimoire va-t-il l'obliger à commettre ?